La crise du Covid est une aubaine pour tous ceux qui limitent la science économique à l'art des soustractions, qui s'animent à la vue des déficits et se pourlèchent à l'idée de rejouer sans fin la mise en alerte sur la faillite imminente. Ils sont déjà tous sur les rangs. Maintenant que l'addition se précise, l'occasion est trop belle d'incriminer la protection sociale comme source de tous nos maux et de saisir l'occasion pour appeler à un paramétrage rigoriste de ce poison français. Les chiffres, effectivement, donnent le vertige. La Cour des comptes a récemment arrêté les comptes du régime général de la sécurité sociale qui recouvre les branches maladie, vieillesse, accident du travail et famille. En 2020, le déficit du régime général a atteint un niveau inédit de 38,7 milliards d'euros lorsque l'on intègre le Fonds de solidarité vieillesse. À ce chiffre, il faut ajouter les comptes de l'assurance chômage que l'UNEDIC prévoit en découvert record de 17,4 milliards en 2020. L'INSEE, de son côté, évalue à 48 milliards le déficit de l'ensemble des administrations de sécurité sociale, un périmètre qui recouvre le régime général de sécurité sociale hors fonctionnaires, les régimes de non-salariés, les régimes spéciaux, la retraite complémentaire et les régimes d'assurance chômage. Selon cette approche purement institutionnelle, le social expliquerait un quart environ du déficit de 2020 et près de la moitié de sa dégradation. Cette lecture purement institutionnelle du champ social est de surcroît partielle. L'État a pris à sa charge 2/3 du financement du chômage partiel en 2020, soit 17 milliards. Il a également financé 16 milliards du Fonds de solidarité à destination des entreprises, que l'on peut considérer pour une large part comme un soutien aux revenus des indépendants. Bref, sur les 137 milliards de dégradation du déficit en 2020, il est plus exact de considérer que les 2/3 sont imputables au filet de sécurité sociale, qu'il soit géré par l'État ou les administrations de sécurité sociale. Partant de ce constat, y a-t-il urgence à paramétrer le système pour accélérer son retour dans le vert ? Première remarque, l'amortisseur social, tel qu'il a été conçu en urgence, n'a pas vocation sociale exclusive. Il est ambivalent puisqu'il constitue tout autant un transfert direct et indirect aux entreprises dont la profitabilité a été préservée grâce au canal du chômage partiel et du fonds de solidarité, via surtout la préservation des capacités que permet le maintien des fondamentaux de la demande en sortie de crise. Discriminer entre ce qui relève d'une politique de l'offre, d'une politique de la demande et d'une politique sociale a très peu de sens dans le contexte particulier de la crise Covid. Les politiques mises en œuvre sont tout cela à la fois. La très faible casse industrielle que l'on observe aujourd'hui, tout comme l'extraordinaire rebond des créations d'entreprises, n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'amortisseur social. Cette sauvegarde du potentiel de croissance et de l'assiette fiscale est donc aussi une politique de sauvegarde, voire d'amélioration des fondamentaux financiers de long terme, dont il ne faut pas négliger l'impact. Il est clair en revanche que ces dispositifs ont vocation à être débranchés graduellement, et que les 43 milliards notamment du chômage partiel et du fonds de solidarité doivent s'annuler à horizon 2022, au fur et à mesure que l'économie se consolide sur des moteurs autonomes. Deuxième remarque, la pandémie n'a constitué un choc sur les coûts que pour deux branches de la sécurité sociale, la branche maladie et l'UNEDIC. Pour les autres risques, la dégradation des déficits est entièrement imputable à l'attrition des entrées de cotisations sociales et des impôts qui n'ont pas vocation à être permanentes. C'est notamment le cas des retraites, au cœur de tous les échauffements, comme souvent. Pourtant, les dernières projections du COR de juin 2021, qui intègrent de nouvelles hypothèses de fécondité et de mortalité, indiquent que la dégradation substantielle du déficit en 2020 est avant tout d'ordre conjoncturel. Le déficit devrait retrouver sa trajectoire anticipée avant crise vers 2023-2024, demeurant en petit déséquilibre chronique jusqu'en 2030, de l'ordre de moins 0,2 à moins 0,3% du PIB selon les scénarios. Les enjeux du paramétrage n'ont donc pas changé de nature. La question du report de l'âge a la même actualité aujourd'hui qu'hier. Elle a pour vocation à résorber la petite impasse budgétaire qui prévaut jusqu'en 2030 et qui finit par peser par effet cumulatif et à plus long terme à limiter la dégradation du pouvoir d'achat relatif des retraites qui sous-tend la soutenabilité financière du système dans son paramétrage actuel.
Côté chômage, le scénario de l'Unédic est financièrement tendu à moyen terme, mais il repose entièrement sur l'hypothèse que le débranchement des aides devrait générer 500 000 chômeurs indemnisés supplémentaires dans les 2 années à venir. C'est un scénario prudent, mais qui n'est pas encore écrit, et dont la rigueur budgétaire mal dosée et mal timée accroît la probabilité. En définitive, le seul élément durable et persistant de la crise Covid est l'augmentation des dépenses du régime santé-maladie, qui même avec le reflux des dépenses directement induites par le Covid, laisse un découvert permanent de l'ordre de 17 milliards supplémentaires, alors que le système était revenu quasiment à l'équilibre en 2019. Ces besoins d'investissement social révélés par la crise nécessitent bien un financement pérenne qu'il n'y a aucun sens à différer. Pour le reste, la solvabilité du système est déjà dans les tuyaux si l'affolement comptable, bâti sur un pessimisme arbitraire, ne vient pas tuer comme à son habitude les chances de rebond et peut-être d'accélération du potentiel de croissance. Bref, il est d'abord urgent de ne pas détruire l'assiette fiscale en laissant se déployer l'élan de reprise. L'heure des comptes viendra plus tard.